Nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est bien sûr le 24 novembre 2016. Bienvenue à toutes et à tous au journal de la mi-journée sur l'ORTB. Voici les titres. Riyad en Arabie Saoudite et Malabo en Guinée équatoriale, c'est la trajectoire du périple du chef de l'État. Beaucoup de retombées pour le Bénin. On fait le point dans ce journal avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministère de l'économie numérique et de la communication passe en revue son plan de travail annuel. Les cadres du ministère rendent compte des réalisations jusqu'au 30 septembre 2016. Enfin, Sakété appelle au secours. Un vent violent et dévastateur a traversé la commune. Bâtiments de la mairie, salles de classe et même des arbres n'ont pu résister. En voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous. Suite de la visite du chef de l'État en Arabie Saoudite, après Jeddah, le président Patrice Talon a reçu un accueil royal à Riyad, à la cour de Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite et serviteur des deux saintes mosquées. Plusieurs sujets d'intérêt majeur étaient au cœur des échanges entre le souverain wahhabite et le président de la République du Bénin. Les détails avec Renaud Akakpo. Patrice Talon, grand invité de l'Arabie Saoudite et du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. C'était la base aérienne privée du souverain wahhabite que l'avion qui transportait le chef de l'État s'est immobilisé dans la soirée du lundi 21 novembre. Point de départ d'une visite haute en couleur, le président Patrice Talon a d'abord été accueilli par son Altesse royale, le prince Faisal bin Banda bin Abdelaziz, émir et gouverneur de la ville de Riyad. L'entretien fort cordial entre les deux personnalités s'est déroulé dans une ambiance détendue. Ce qu'il faut retenir, c'est la bonne santé de notre diplomatie et la perception fort positive que projette le chef de l'État et son gouvernement de la perception que nous souhaitons désormais que l'on ait de notre pays. Dans le cadre d'une visite d'État qualifiée d'historique, le président de la République a été reçu avec les honneurs par Sa Majesté, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, dans la matinée du mardi 22 novembre. Entouré des caciques de la cour royale, les deux personnalités ont marqué une convergence de vues sur la nécessité d'un renforcement de la coopération bilatérale. Pour établir une passerelle directe entre l'Arabie Saoudite et le Bénin, le souverain wahhabite a donné son accord pour l'implantation d'une ambassade saoudienne avec résidence à Cotonou. Il a été convenu qu'un souffle nouveau soit donné à nos relations. J'ai plaisir à vous annoncer qu'une nouvelle ambassade sera créée, sera construite ici et que le nouvel ambassadeur sera résident dans notre pays. C'est une décision, c'est une demande du chef de l'État qui, fait assez inhabituel, a été immédiatement acceptée par Sa Majesté le Roi. Plus qu'une simple visite d'État, ce déplacement qualifié de très fructueux comportait un large volet économique. Le président Patrice Talon a ainsi saisi l'occasion du tête-à-tête royal pour présenter les opportunités d'investissement qui s'offrent au Bénin dans des domaines structurants et porteurs de prospérité. L'appel du chef de l'État a reçu un écho favorable de la part du souverain wahhabite. Une mission saoudienne d'évaluation est attendue à Cotonou dans les prochaines semaines pour la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cette coopération qui s'annonce très prometteuse pour les deux pays. Le roi a ordonné que son gouvernement très rapidement dépêche une mission ici à Cotonou pour que nous puissions explorer les avenues nouvelles qui s'offrent à nous. Il s'agit ici d'infrastructures, d'investissements productifs, il s'agit d'investissements durables qui seront là pour structurer notre économie. En marge de la rencontre avec Sa Majesté le roi Salman, le chef de l'État a eu des échanges avec le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement. Le président Patrice Talon a également exploré des possibilités de partenariat avec le vice-ministre saoudien des Finances ainsi que le vice-président du Fonds saoudien de développement. Cette visite d'État revêt une portée historique selon le chef de la diplomatie béninoise. C'est la première fois, c'est la toute première fois depuis notre indépendance que le roi d'Arabie Saoudite reçoit un chef d'État béninois.
À l'issue de cette visite d'État en Arabie Saoudite, le chef de l'État et sa délégation ont mis le cap sur Malabo, la Guinée équatoriale, pour les travaux du 4e sommet Afrique-Monde arabe. Et puis, vous le disiez, après son périple saoudien, le chef de l'État et sa délégation se sont effectivement rendus à Malabo pour les travaux du 4e sommet Afrique-Monde arabe. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération revient ici sur les temps forts de cette rencontre et surtout sur l'essentiel à retenir de la participation du Bénin. À ce sommet, 4e sommet Afrique-Monde arabe, le président a pris part activement aux travaux. Et ce sommet qui était précédé d'un comité ministériel auquel une délégation du Bénin a participé, il a été convenu de redynamiser la coopération entre l'Afrique et le monde arabe. D'ailleurs, le thème de ce sommet est « Ensemble pour la coopération et le développement économique durable ». Ce que le monde arabe voudrait apporter à l'Afrique, c'est cette possibilité de se mettre ensemble, enfin, dans des initiatives concrètes. Vous savez certainement que le Koweït a mis à disposition une enveloppe de 1 milliard de dollars qui doit servir à financer des projets sur la base de ce qu'on appelle premier venu, premier servi, avec des propositions concrètes. Notre pays présentera donc des fiches de projet si cela n'est pas encore fait, puisque cette possibilité était ouverte déjà depuis plus d'1 an. Et le chef de l'État a donné des instructions pour que vérification soit effectuée et que les diligences soient faites pour que nous puissions bénéficier et participer activement à cette dynamique-là. Je dois dire qu'en Guinée équatoriale, le chef de l'État a vu la transformation que ce pays a connue et il s'est entretenu longuement lors du déjeuner avec son homologue, le président de la Guinée équatoriale. Et au cours de ce déjeuner, ils ont passé en revue les diverses initiatives qui existent entre nos deux pays. Ils ont convenu de se revoir très très vite. Et ils ont convenu aussi d'intéresser la Guinée équatoriale à l'un des projets phares que le président essaie de promouvoir depuis l'avènement du régime du nouveau départ. Le président Obiang Nguema a écouté avec beaucoup d'intérêt et a marqué son accord, a dit au chef de l'État qu'il souhaite participer à l'un des projets phares qui lui a été présenté. D'une manière générale, je dois dire en conclusion que le dynamisme, la détermination dont fait preuve le chef de l'État, qui est lui-même le vrai porte-parole de la diplomatie de notre pays, a séduit nos partenaires, les a convaincus, et je dois confesser ici que plusieurs de ces interlocuteurs, en sortant des audiences, nous ont dit qu'ils feraient leur maximum pour se rendre au Bénin très rapidement, explorer avec nous les voies de coopération nouvelles, explorer avec nous les possibilités d'investissement structurants et rentables que l'on peut mettre en place. Le ministère de l'économie numérique et de la communication se prépare pour l'exécution de son plan de travail annuel. Les cadres de ce ministère doivent rendre compte des réalisations faites jusqu'au 30 septembre 2016, ce qui doit leur permettre de faire de meilleures projections pour l'exécution du budget 2017. C'est à la faveur d'un atelier de revue de plan annuel qui s'est ouvert ce matin à Cotonou. Martial Guédigan. L'exécution du budget 2016 du ministère de l'économie numérique et de la communication s'est déroulée dans un contexte de fin de régime, ce qui a fait que les résultats obtenus n'ont pas comblé les attentes. Beaucoup de goulots d'étranglement expliquent le phénomène avec le vote de la loi rectificative. Globalement, le ministère de l'économie numérique et de la communication a comme budget, après la loi de finances rectificative gestion 2016, 21 754 713 000. Le ministère a réalisé un taux d'injection physique de 35,48% contre un taux d'ordonnancement de 49,56%. Ce qui est une performance assez moyenne. Cette performance aurait été meilleure s'il n'y avait pas eu quelques contraintes
liées à la mise à disposition des ressources financières. Contre-performance, le mot est là qui justifie que tout n'a pas été rose. Dans le souci d'améliorer l'exécution du budget 2017, le ministre de l'économie numérique et de la communication sensibilise ses cadres pour l'atteinte des objectifs à eux fixés. Elle annonce la nouveauté de son budget. Les fonds seront mobilisés au fur et à mesure. Et c'est ça la nouveauté. Puisque le gouvernement met un point d'honneur à ce que tous les projets identifiés importants sur le quinquennat trouvent leur réalisation effective. Je suis prête pour que nous puissions vraiment travailler effectivement. On va parler peu, on va agir et on va avoir les résultats. Pendant 2 jours, cette revue permettra de prendre des mesures pour affronter les difficultés, pour enfin améliorer les performances du ministère de l'économie numérique et de la communication. Le député André Okunlola, au contact de ses mandants, l'élu de la 10e circonscription électorale, est allé rendre compte aux populations de sa participation aux différents débats parlementaires. Il a visité 4 localités au total. William Aguia pour le compte-rendu. André Okunlola au milieu des siens. L'exercice ici est de rendre compte à ses mandants de sa participation aux activités parlementaires et de son implication dans le pilotage de certains dossiers aux côtés du gouvernement pour sortir sa circonscription électorale de Lonière. Pour l'exercice, Kaboua, Savé, Kokoro et Kilibo sont les localités prises en compte. Nous avons voté un certain nombre de lois, surtout les lois de ratification, qui permet au gouvernement donc d'avoir des moyens de pouvoir réaliser un certain nombre de projets dans les différentes localités de notre pays. Et comme nous sommes dans les collines, il y a un projet de près donc d'une dizaine de milliards qui permettra donc de développer l'agriculture dans les collines. Et aussi les accords de ratification que nous avons pu faire aussi par rapport à la relance donc de la microfinance. Il a décidé de rendre compte des grandes lignes de leur action au niveau du Parlement en ce qui concerne le vote des lois. Les lois qui sont utiles aux populations, les lois utiles pour le pays. Les populations ne sont pas informées de ce que le nouveau gouvernement fait. Qui peut leur apporter l'information si ce n'est que leurs représentants? J'apprécie sa démarche. Et je l'exhorte à continuer sur cette lancée. Parce qu'aujourd'hui, on ne dira plus « on a dit ». C'est le député de la localité qui a parlé à sa population. Savé et toutes les communes de la 10e circonscription électorale ont de grands défis de développement. Et le gouvernement en place doit y veiller pour un réel partage de la prospérité. On ne peut pas partager la prospérité si on n'a pas de l'eau, si on n'a pas de l'électricité, si on n'a pas une école décente pour l'éducation des enfants. Donc je souhaiterais que ces aspects-là soient pris en compte. Moi je me battrai pour ça et c'est ça que je suis venu leur dire. Tant que je suis là, je me battrai pour créer les conditions favorables à un développement meilleur de notre localité. L'exercice va se poursuivre très bientôt dans d'autres localités de la 10e circonscription électorale. Et au cours de son périple, le député Okunlola s'est arrêté particulièrement à Kokoro. Là, il a assisté les populations victimes de la dernière tornade. Pour elles, c'est plutôt un ouf de soulagement. Accueil chaleureux pour André Okunlola ici à Kokoro. L'élu de la localité vient au secours des sinistrés des dernières intempéries. Des hommes et femmes qui ont perdu toitures et maisons après les dernières tornades. Des paquets de tôle pour soulager des sans-abri au nom de son parti, l'Union fait la force. La raison fondamentale de notre présence ici ce matin, c'est le don que le président et ses collaborateurs ont décidé de faire aux populations du village de Kokoro. Qu'ils vous souviennent, il y a environ 2 semaines, un grand vent, un ouragan s'est abattu sur le village et a décoiffé près d'une vingtaine de maisons. Alors, vous savez dans quelles conditions les populations vivent actuellement. Donc, le président du parti a décidé qu'on vienne au secours de ces populations.
avec un don de 20 paquets de tôle. À Savé, c'est lui. À Kaboua, c'est lui. À Kokoro, c'est lui. À oui, c'est Okunlola. On veut que au moins ces cadets aussi naissent derrière lui. Il n'a qu'à les attirer, il n'a qu'à leur montrer les chemins afin qu'on puisse trouver une bonne solution pour que nous ne souffrons pas beaucoup sur la terre de Tchabé. L'élu de la 10e circonscription électorale appelle les autres cadres de la localité à lui emboîter le pas. Le gouvernement est également appelé à voler au secours de ces sans-abri circonstanciels. Et parlant de tornades, il y en a eu également à Sakété, un vent violent ayant précédé la pluie de lundi dernier à Sakété Centre a occasionné de nombreux dégâts matériels. Des bâtiments de la mairie, des salles de cours et même des arbres, rien n'a résisté à la furie du dit vent. On fait le point avec Guillaume Avieno. Des salles de cours décoiffées, des arbres déracinés, même les habitations n'ont pas résisté à la violence. En début d'après-midi de ce lundi, le vent qui a précédé la pluie d'à peine un quart d'heure qui s'est abattu sur le centre-ville de Sakété s'est montré impitoyable par endroits. On ne pouvait même pas laisser les portes ouvertes. On ne pouvait pas. Parce que le vent n'arrivait pas à supporter. Les enfants même criaient et pleuraient sérieusement et on essaie de les calmer. Heureusement que tous les maîtres étaient présents dans l'école. S'ils étaient à l'heure de la pause, ce serait encore plus criant. Parce que chez nous ici, les enfants, quand il pleut comme ça, ils aiment rester sur la cour pour s'amuser. C'est après la pluie, on était sortis, on a constaté que le vent a décoiffé un de nos bâtiments. Et dans les classes, il y a aussi quelques dégâts. Et on a enregistré deux blessés. Le maître a reçu un coup sur la tête et un enfant au niveau du jambe. On déplore dans le rang des apprenants et enseignants de ce complexe scolaire, le plus grand de la ville, 2 blessés légers. Au quartier d'Egoum, les dégâts matériels sont inestimables. On dirait que le vent là, il est venu avec force pour les 4 points canons qu'il a fait hier là, puisqu'il vient de gauche à droite, de derrière, pas devant. Donc, et avec de grandes tonnerres là, donc on voit que si on sort, il y aura problème de... Et à la fin, quand la pluie a cessé, on voit que tout est détruit. À Dégoum, il n'y a pas blessé. Même ce qui a été étonnant encore, quand il a pris une maison pour mettre sur autre maison, là, on sait que ceux qui sont dedans là auront de blessures, mais il n'y a rien. Certaines victimes ont déjà commencé à reconstruire leur maison, mais le grand nombre sans moyens se tourne vers les pouvoirs publics et les bonnes volontés. Autre volet de l'actualité, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ouvre ses portes au public. C'est une initiative de la 5e mandature avec pour objectif de mieux faire connaître la mission, l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Le lancement officiel de ces journées a eu lieu hier, mercredi. Le compte-rendu est signé Francis Faton et Cécile Ondé. Déjà 22 ans qu'elle existe, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, institution qui assure le bon fonctionnement des activités de la presse béninoise, se propose de se faire découvrir au public à travers 3 journées de portes ouvertes. Il ne suffit pas de faire, et même de savoir faire. Il faut faire savoir ce que l'on fait. En effet, la HAC n'est pas un couvent. La HAC ne doit pas être considérée comme un couvent où se concoctent des décisions pour assommer la presse. C'est aussi l'occasion pour recueillir les observations et avis des visiteurs. Nous sommes ici à la salle de monitoring où est installé un dispositif de contrôle des chaînes de télévision, radio publiques et privées. C'est la salle où on visualise les enregistrements sur la télévision et sur les radios. Et les 2 autres racks sont pour les radios. Nous avons 24 radios. Le dispositif est fait de sorte que ça enregistre 24 heures sur 24. Les journées portes ouvertes de la HAC ouvriront de nouveaux horizons et contribueront positivement à une meilleure prise de conscience de chacun de nous tous à l'importance du rôle prépondérant de la HAC à l'ère du numérique dans laquelle nous sommes engagés de façon inéluctable.
L'événement se déroule simultanément à Lokossa, Abomey, Parakou et Natitengu, dans les centres régionaux de la HAC. Des stands d'exposition de documents journalistiques et d'articles d'archives sont ouverts aux visiteurs jusqu'au 25 novembre prochain. Clôture de la réunion de concertation technique sur le bilan céréalier et alimentaire ex-post 2015-2016 et prévisionnel 2016-2017 des pays de l'espace SILS, UEMOA et CEDEAO. Les participants ont, durant 3 jours, évalué les perspectives alimentaires de leurs pays respectifs. Blaise Adampo et Jules Akweikou. La sécurité alimentaire, une préoccupation pour les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre aura permis aux différents experts d'analyser les bilans céréaliers et alimentaires de la période 2015-2016 et de projeter les activités sur la période 2016-2017. De façon globale, nous avons une situation dans notre espace alimentaire et nutritionnel globalement satisfaisante. Alors quand on dit globalement satisfaisante, bien évidemment, ça montre quand même qu'il y a quelques endroits où il y a quelques difficultés qu'il faudrait corriger. Et dans ce sens, au plan de la production agricole, je pense qu'en fait, la campagne a été bonne de façon globale. Et les tendances qui se dégageaient avec la bonne pluviométrie que nous avons eue confirmaient en fait les tendances de production qu'on attendait. 3 jours durant, vous avez eu à examiner des données de production et les bilans céréaliers alimentaires ex-post et prévisionnels des pays membres. Vous avez également fait l'analyse des perspectives alimentaires et nutritionnelles pour la nouvelle année de consommation. Les différentes communications développées par les experts, que je voudrais au passage remercier, ont été, à n'en point douter, une source de données pertinentes et fiables pour renforcer davantage les capacités d'information des pays du SILS, de l'Afrique de l'Ouest et des partenaires au développement. Au terme de l'atelier, les experts ont émis certaines recommandations à l'endroit des gouvernants pour une meilleure assistance alimentaire dans leurs pays respectifs. Les femmes Inner Wheel du club Cotonou-Doyen ont fait don d'un module de 2 classes entièrement équipé au collège d'enseignement général de Gbada. C'est dans l'arrondissement d'Azoulissé. La remise a eu lieu ce dimanche en présence du gouverneur Inner Wheel du district 909. On fait le point tout de suite. Le sourire, ces femmes Inner Wheel du club Cotonou-Doyen l'ont fait renaître chez les élèves du collège d'enseignement général de Gbada dans l'arrondissement d'Azoulissé. La réalisation du bâtiment a duré 3 mois et demi. Le coût de la construction, y compris l'équipement en table et banc, s'élève à 11 532 675 francs CFA. Ce montant, financé sur fonds Inner Wheel Club Cotonou et sur fonds des parents, familles et amis, que je vous prie d'ovationner. Par ce geste, les Inner Wheel viennent de soulager les peines que ces jeunes apprenants endurent pour acquérir le savoir. Madame Godonou Sago-Jeanne, présidente des 5 clubs Inner Wheel du Bénin. Si tous les ressortissants ou toutes les personnes maternellement de notre localité pouvaient faire pareil, notre collège serait déjà mieux équipé. C'est un bel exemple que vous venez de nous donner. Enseignants et élèves promettent de faire bon usage du joyau mis à leur disposition. En visite de travail au Bénin, le gouverneur Inner Wheel du district 909 a lancé un appel à d'autres bienfaiteurs. Qu'on soit Inner Wheel ou pas, chez nous on dit, pour construire une maison, c'est pierre par pierre qu'on arrive à terminer la maison. Elle a commencé
je pense que d'autres bonnes volontés peuvent se joindre à elle pour que le cadre, le lycée, le CEG de Bagdad soit le meilleur cadre pour nos enfants. L'INEWIL est l'une des plus importantes organisations non gouvernementales dans le monde. Promouvoir l'amitié et favoriser l'entente internationale sont entre autres les objectifs de ce club service. C'était un reportage de Huguette Rondelo. À l'école maternelle de Kondéou, dans le 2e arrondissement de Cotonou, les bâtiments sont défectueux et les dalles risquent même de s'écrouler. Créée en 1980, cette école a bénéficié de 2 bâtiments neufs, c'était en 2000, mais actuellement, ils sont dans un état désastreux et cela met la vie des jeunes étudiants en danger. Suivez ici le constat fait par Mathieu Sokenou, Gloria Oni et Jérôme Ombo. Le tumito hodo endo molo o vimitonle de été fie to nous planter e mai nous jonu ma do fi de voisin misé do flin do xode me mi te ni mi kwa ga eton mi na mo la galo de pepe ma so yanga o gba kokle ko nde we ma dindo ni jonu we joto avame ni ma wa joto fiblo ma jona dindo molo o vimiton ni le nde a o holoni ho do eji bo mi aje e donji vide mi wana blanje e don son ho glodi bliki glodi madin mon kotona e madin o melo yeni afibo ato do ko me fana Victor Vinole wen mi pe go na singando wande na vienele ete din vilete na mi singando mo khodopo abi kwa wele na singando be de me na singando no titengbe na singando plonu no to ezon mi to akwa do ni mi kanyu domlo gbeto le tin to fi mejomele tin to fi pepe mi ton to fi oui monsieur excellent monsieur président Patrice Talon pepe mi ton de vos ministre Karimou Saliman mais ne les vieux ton les clair to fi mais les rena gwa lo na mi bo mi na singando ba hona vient les blanc de session balcon glo blanc de session escalier glo ma de mi ton domlo nous le coton a o ville coton ma ko vie que les na mi blo ou ezon mi lo kan uzumbo ato akwado milesu mi mo khoene maso in khode na mina ze gbeto de me ekpene gbeto egba to kwe ton gbe na to budi o vide ma biyo churo jebo na wa gbe mile we divie ne le mi ka wa ze vie ne le do. Je crois qu'il y a eu juste un grain de sable dans la machine. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Premier congrès du Rassemblement des femmes leaders et dirigeantes de centres et cercles coraniques sous le parrainage de Abdoulaye Biotchane. Les femmes musulmanes du Septentrion se sont retrouvées à Parakou. Ensemble, elles veulent porter haut l'étendard de la religion islamique et ceci par l'action féminine. Compte rendu de la rencontre Alexis Assoba et Aziz Alagwe. Elles sont venues de toutes les contrées du Septentrion pour prendre part à ce congrès, celui des femmes leaders et dirigeantes des centres et cercles coraniques. Une rencontre qui, au-delà de l'approfondissement des connaissances en islam, vise l'épanouissement et la mise en valeur de la gente féminine de cette religion. Nous devons nous immiscer dans tous les domaines de la société, l'éducation, parce que nous devons aller à la recherche de la science. Cette science qu'elles auront acquise, elles iront maintenant le propager dans leur commune. À cet effet, les femmes donnent des communications. Elles reviennent pour la plupart du temps sur le rôle qui est le leur, et ceci selon les exigences du Coran, le livre saint de l'islam. Nous faisons la même prière, nous lisons tous en arabe. Nous avons la même Kaaba, mais pourquoi sommes-nous divisés? Alors aujourd'hui, nous sommes là, nous avons organisé ce congrès pour conscientiser les sœurs, pour leur montrer que nous, les musulmans, nous devons être un. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a tout prévu pour que nous soyons un. Nous regardons tous la Mecque pour la prière, nous lisons le Coran en arabe, nous avons le même rituel, que tu sois blanc, noir, riche ou pauvre, nous nous arrêtons tous au même niveau. Alors il est temps que les musulmans comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans cette société. Qu'ils ont un rôle à jouer et savoir qu'ils doivent opter au développement de la société dans laquelle ils vivent. La promotion de la paix par la femme musulmane et le développement socio-économique sont les autres thèmes abordés. Un bureau exécutif est mis sur pied pour mieux coordonner les actions de ce regroupement régional.
Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, l'info continue sur le www.ortb.bj.